Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Ta'aroanui Maraya. Dans l'église, on m'appelle Ta'ari parce que de tradition, nous portons notre nom de mariage. Et je suis pasteur, président de mon église, l'église protestante Maori. Ce que je me souviens des débuts des essais nucléaires, je me rappelle que mon père, une fois, se préparait pour partir à Moruroa et s'engager dans le travail à Moruroa. Je devais avoir 5 à 7 ans, quelque chose comme ça. Et heureusement que mon père n'est pas resté longtemps. Je crois qu'il est resté quelques mois et est revenu. Par contre, un de mes oncles est resté très très longtemps. Et ce que je sais de ceux qui partaient, c'est que Moruroa représentait quelque chose d'important dans la mesure où ces personnes ramenaient dans la famille et dans l'île des moyens financiers importants. Et je sais aussi que à partir de ce moment-là, beaucoup de villageois étaient encouragés à partir et quelquefois les pasteurs ou en tout cas quelques responsables d'église essayaient aussi de favoriser un petit peu ce mouvement d'exode vers Moruroa. Bon, peut-être conscient ou inconsciemment de ce qui se passait, mais une question était sûrement primordiale pour eux, prioritaire en tout cas, c'était d'améliorer les conditions de vie, en tout cas des familles dans les îles. Mais cela dénotait effectivement, si je regarde maintenant d'ici, 40 ans après, il y avait un souci d'avancer dans la vie, en tout cas sur le plan social, sur le plan financier. J'ai appris plus tard, bien plus tard, que déjà aussi dans ces années-là, l'Église s'était prononcée contre les essais nucléaires. Donc il y avait un discours de l'Église qui était vraiment un discours important, mais il y avait certainement aussi peut-être quelque chose qui était vécu par les paroissiens d'une autre façon. Mais à cette époque-là, je n'avais pas entendu parler de revendications contre les essais nucléaires. En tout cas, chez moi, dans mon île, dans ma famille. Ce n'est que pendant les années où j'ai commencé à prendre conscience un petit peu de ce qui s'est passé, donc à l'âge de 18, peut-être 19 ans par là, et en particulier 20 ans où j'ai commencé à venir ici à Tahiti, à l'école pastorale, où j'ai rencontré des professeurs qui étaient vraiment contre les essais, et aussi être au plus près de l'institution, voir un petit peu ce qui se disait, ce qui se faisait, que mon église était vraiment déjà, dans les années 60, partie contre les essais nucléaires, avec déjà là, à cette époque,
Dans le mensuel de l'Église, déjà commençaient à paraître des articles dénonçant un petit peu le projet nucléaire français. Se prononcer à l'époque contre les essais nucléaires, c'était prendre le risque d'avoir des divisions dans les paroisses. Je me rappelle très bien aussi, lorsqu'on parlait de ça, même au niveau de la pastorale, même au niveau du synode, il y avait toujours cet arrière-fond, cette reproche de certains qui disaient « mais qu'est-ce que l'Église est capable de donner pour la population? Est-ce que l'Église est capable de donner du travail ?» Enfin, ce genre de remarques un petit peu qui lui étaient adressées. La question du nucléaire était une question très très sensible, pas simplement dans la société polynésienne, mais à l'intérieur même de l'Église. En tout cas, à notre époque, c'était une question très très sensible, bien que l'Église institutionnellement et officiellement s'était prononcée au travers des articles et des messages contre les essais nucléaires, mais il était hors de question qu'on nous laissât participer à des manifestations antinucléaires à l'époque. Et si vous regardez les journaux, vous verrez que rares sont les pasteurs qui ont osé braver ce tabou. Il y avait le pasteur Vernier, si je me rappelle bien. Plus tard, il y aura peut-être le pasteur Ralph qui va oser aussi braver cet interdit. Et ce n'est que plus tard, disons en 95, que vraiment là, il y aura une prise de conscience, et il y aura une masse. Et vraiment, le synode doit marcher aussi dans la rue, ce qui est un fait, pour moi en tout cas, un fait historique, parce que c'est l'institution qui va, en quelque sorte, briser ce tabou, mais cela n'a pas été facile pour que le synode se décide de marcher dans les rues de Papeete. C'était très très difficile, il a fallu, je pense, toute une journée de débat et une prise de décision le lendemain matin pour que cette journée-là, on puisse à 13h marcher dans les rues de Papeete pour montrer vraiment le désaccord de l'Église sur la reprise des essais nucléaires. Donc l'évolution, en quelque sorte, je pourrais dire en 15 ans, a été, bon, on peut dire que c'est long, mais quand même aussi par rapport au reste de cette histoire nucléaire, quand même assez rapide aussi. Et c'est comme s'il y avait une certaine accélération de l'histoire vers une ouverture et vraiment une prise de conscience et une certaine liberté affichée de la part de l'Église pour dire son désaccord. C'est 95 qui va ouvrir, en fait, qui va nous ouvrir la porte grande ouverte vers une certaine démocratisation au niveau du corps pastoral. Nous-mêmes, comment dire, cette liberté de faire des démarches. Mais quand on se rend compte, quand je vais, par exemple, je vais dans les paroisses ou alors je donne des consignes, parce qu'à l'époque j'étais vice-président, lorsque je voulais donner des consignes, par exemple, aux pasteurs, s'ils pouvaient faire des inventaires, enfin relever des noms des personnes qui ont séjourné à Moruroa, ça restait très difficile. Soit les pasteurs ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes, mais surtout peur pour ses enfants, ou alors peur parce que ils ne voulaient pas diviser la paroisse. Enfin, parce que aussi, il faut comprendre qu'à cette époque-là, travailler autour de cette affaire du nucléaire, c'était assimilé aussi à des partis politiques. Voilà, et les pasteurs ne voulaient pas non plus s'engager sur ce terrain-là, sans compter les intimidations de la part des services de l'État, gendarmerie, renseignements généraux et autres. Je me rappelle en 1996, par exemple, où on faisait les enquêtes, j'avais presque toutes les semaines les renseignements généraux dans mon bureau.
pour essayer de voir où en était l'avancée des travaux de cette recherche, des enquêtes, tout ça. À tous les synodes, par exemple, au moment où, avant le culte de clôture, où on lisait, où on allait lire les résolutions du synode, il y avait toujours la présence des renseignements généraux qui voulaient avoir, avant la lecture officielle de ces déclarations, avoir une copie de cette déclaration. Mais je leur disais toujours, écoutez, vous devez attendre 1 heure et on vous le donnera. Mais à quoi sert de vous donner cette copie puisque elle doit être lue face aux fidèles? Mais il y avait toujours cette tentative de vouloir avoir. Je comprends les journalistes qui veulent faire un scoop, je ne sais pas. Mais les renseignements généraux, ça je ne peux pas comprendre. Mais il y avait toujours cela. Ça a toujours été difficile pour nous dans notre lutte et notre démarche antinucléaire. Ce qui était important dans cette période après 1995, c'était quand même qu'on avait porté, bon disons 1995, l'événement est passé en instantané à travers le monde. Je me rappelle quand je regardais une émission de TF1 ou je sais pas, passer en même temps ce qui s'est passé à l'aéroport. C'est dit que c'était en instantané. L'événement qui se passait à Tahiti était sur le plan mondial, en instantané. Donc c'était vraiment quelque chose de très très important. Et puis après 1995, effectivement, dans le réseau, donc le réseau Europe-Pacifique, mais plus large que ça, parce que cela concernait aussi le Pacifique avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y avait un réseau qui était un petit peu, qui poussait et qui voulait qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Faire quoi? Après 1995, il fallait réfléchir. Par où il fallait commencer? C'était la grande question. Est-ce qu'il fallait se battre pour mettre en place une étude épidémiologique? Enfin, on ne savait pas trop. Et puis était née l'idée de faire une étude sociologique parce qu'il y avait toujours cette grande bataille qui était opposée aux scientifiques, les questions de protocole, les questions de... Voilà, c'était plutôt une bataille de scientifiques. Donc il fallait prendre un petit peu à revers cet aspect des choses et réfléchir sur une démarche que je ne dis pas. Ce n'est pas scientifique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas scientifique, mais une démarche quand même qui répond à d'autres critères, donc des critères beaucoup plus sociologiques, sur le vécu par les anciens travailleurs, de leur histoire, de leur vécu à Moruroa ou alors dans les sites, enfin sur les sites d'essai ou alors dans les centres qui recevaient, qui avaient des liens avec les sites d'essai de Moruroa. Donc cette affaire-là sera menée difficilement, comme je disais tantôt, que à la fois il fallait continuer à réveiller les consciences, même au niveau des plus éclairés qu'on pensait. Je parle uniquement des pasteurs, et que ce n'était pas facile, sans parler de la difficulté des gens à s'exprimer, des gens concernés, de ceux qui y étaient, pouvoir les faire parler sur ce qu'ils ont vécu, ce n'était pas non plus facile. Avec aussi évidemment toute la pression de l'État qui essayait de faire capoter ce projet. Mais malgré tout, cette affaire sera menée jusqu'à son terme et un livre sera publié, traduit en plusieurs langues. Une version tahitienne sera aussi... et je me réjouis parce que j'ai participé à la fois, avec beaucoup de difficultés évidemment, à la première phase, faire quelque chose, bon, c'était rien par rapport au travail de ceux qui étaient sur le terrain.
mais aider les enquêteurs à trouver les personnes, parce qu'on n'avait pas d'adresse, il n'y avait pas de fichier, il fallait constituer un fichier, trouver les personnes, faire que ces personnes puissent parler à travers toute la Polynésie. Et le réseau de l'Église était effectivement un réseau important qui rendait un peu les choses un peu plus faciles et viables, en tout cas pour les enquêteurs. Donc après cela, il fallait traduire cet ouvrage, ce travail, traduire en langue tahitienne qui n'était pas du tout aisée, vu la terminologie qui était employée. Mais bon, on y est arrivé, on espère qu'on a fait un bon travail, que cela ait pu aider les Polynésiens à se retrouver et à relire leur histoire et à comprendre ce qui leur est arrivé. Il faut reposer cette histoire dans une volonté politique affichée par la France lorsque De Gaulle voulait faire de la France un État puissant parmi les puissants. Replacer cela dans ce contexte et voir comment notre pays, comment la Polynésie a été traité pour en faire de la France un État qui puisse s'asseoir au Conseil de sécurité des Nations. Nous avons donné à la France cette possibilité-là. Mais le prix que nous avons payé est un prix assez difficile. Il faut que la nouvelle génération replace la question du nucléaire dans cette volonté politique pour comprendre exactement et mettre les perspectives, comprendre ce qui nous est arrivé et comment la politique de l'État a fait que notre pays, les Polynésiens, se sont pliés à cette politique-là pendant plus de 30 ans. Le système politique qui a été mis en place, mais ça, j'essaie de dire sans trop sans trop me risquer, a été mis en place, a été fait de telle sorte, je comparerai cela à ce qu'on appelle vulgairement la politique du ventre. C'est-à-dire, il faut tenir la population par le ventre. Il faut tenir la population par ses besoins élémentaires pour pouvoir lui faire faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que pour un pays démocratique qui a la lourde responsabilité de porter haut l'étendard des droits de l'homme, engage surtout beaucoup aussi de responsabilités, de grandes responsabilités. Mais il y a aussi la responsabilité des Polynésiens qui nous ont fait, plier à cette politique-là, qui nous ont menti pendant plus de 40 ans et qui se targuent aujourd'hui de dire autre chose. Et très très maladroitement, quand j'entends le président du pays avoir dit au Premier ministre Juppé, poser cette question du déficit, c'est-à-dire que les retombées de ce combat-là viendraient pour boucher le trou d'une mauvaise gestion des finances du pays. C'est quand même énorme. Je pense que là encore, nos politiques n'ont rien compris du tout et que, encore une fois de plus, les Polynésiens, ceux qui se sont sacrifiés pour donner à la France cette place particulière au rang des grands, des puissants, on n'a encore rien compris et on se fiche éperdument des Polynésiens jusqu'à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ce que la jeune génération doit comprendre et doit essayer de comprendre de leur histoire, mais pour pouvoir prendre leurs responsabilités pour leur avenir. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui doit être enseignée, mais c'est une histoire qui doit aussi être assumée. Autant assumée par nous-mêmes, mais
je suis convaincu que si la France assumait cette histoire, cela lui ferait grandir d'autant plus. Mais c'est une histoire qu'on ne doit pas oublier, mais qu'on doit assumer. Motorway.